l'agriculture, c'était ma terreur. Voilà. On est en direct? Là, tu te présentes calmement et on te parle. Je sais que tu n'as aucun problème d'audition, mais ici, on parle assez fort parce qu'on a du matériel qui est pas très réceptif. Donc, on parle doucement, on parle fort. Vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Sabine. Oui. Et merci de votre invitation. Coucou Sandrine. C'est une habituée. Coucou Sandrine. Oui. Donc, on t'a invité ce soir parce que depuis combien d'années déjà tu fais des conférences je donne des conférences sur la culture française en hébreu depuis 2 ans et demi. D'accord, depuis 2 ans et demi. Oui. Et puis c'est important de voir des gens qui sont ici en Galilée. Qui sont ici en Galilée. Qui sont ici en Galilée et qui montent leur projet parce que souvent on se dit on arrive ici en Galilée, on va peut-être pas forcément arriver à faire quelque chose, alors que c'est faux, on n'arrête pas de rencontrer plein de gens qui ont au contraire réalisé leur projet quasiment de A à Z en partant de rien ici en Galilée. Donc il y a beaucoup d'opportunités et c'est ce qu'on va développer donc ce soir dans ce rendez-vous. Je vais te demander de continuer ta présentation. Comment tu étais en France? Comment ça t'est venu de venir en Israël? Alors, j'étais en France avocate. J'ai fait mes études à la Sorbonne. J'ai rencontré mon ex-mari en France. D'accord. Qui faisait des études aussi Non, lui, il était déjà ingénieur. Il était venu en France pour travailler. D'accord. Il avait la double nationalité par son père. D'accord. Il n'avait pas eu de problème pour s'installer en France. Et puis, on a décidé, donc moi j'avais 34 ans à l'époque, lui il en avait 38. On a décidé pour lui de revenir en Israël pour moi de faire mon alia. D'accord. S'il y avait un projet, en fait quand vous vous êtes rencontrés, il y avait toujours ce projet de partir en Israël, il y avait quelque chose qui était déjà prégnant, ou c'est venu d'un coup comme ça Non, écoute, à la base, lui, il avait toujours pour objectif, après avoir fait ses expériences en France et en Europe, de revenir en Israël, de construire sa famille vers Israël. Vers Israël. Voilà. C'est un franco-israélien, donc il avait la famille en France. Plus israélien que français, mais franco-israélien. D'accord. Et moi, je viens d'une famille très sioniste. J'avais déjà eu une tentative d'Alia quand j'étais adolescente. Ah oui. J'étais rentrée. À quel âge? À 16 ans et demi. 16 ans et demi. Tu étais rentrée dans un mouvement de jeunesse, dans un groupe? Non, j'étais venue pour la classe de première au lycée français de Jérusalem. D'accord. Ah, très bien. Et donc, voilà, donc notre premier fils est né en France. D'accord. Et là, il nous est apparu que ça devenait urgent. Une fois qu'on a un enfant, on en a deux, ils grandissent. Premièrement, l'ambiance qui était très énervante à Paris. Une ambiance sur le plan politique très énervante. Il ne faut pas être très très lucide pour comprendre, à l'époque, pour comprendre déjà dans quelle direction ça partait. Mais ça fait longtemps que ça part. Ça fait longtemps que ça va dans cette direction. Et puis à partir du moment où notre fils est né, Eitan, les choses se sont cristallisées et ça s'est accéléré. Et le rêve de mon ex-mari, c'était d'être dans l'agriculture. Il est ingénieur de formation. Agronome, ingénieur agronome? Non, il est ingénieur de formation et il rêvait de faire de l'agriculture en Israël. Donc on a commencé à se renseigner sur la Galilée et sur le Golan. Il faut savoir une chose, c'est que il y a le centre du pays qui veut faire de l'agriculture est intouchable. Les prix sont extrêmement élevés. Même à l'époque, je te parle de 96-97. Et donc on est arrivé à examiner la Galilée et on est arrivé dans le Golan. On a fait un tour, on est allé à la Mouatsa Ezorit. La Mouatsa Ezorit, c'est le conseil général. Vous êtes parti en vacances, on est venu en vacances. On est venu en vacances avec notre fils, on était petit, des bébés. Et on est allé au conseil général. Alors ça, c'est une première chose que je peux dire. Bon, évidemment, il faut la langue. Il faut parler soit l'hébreu, soit un minimum d'anglais. Et ça, c'est un premier conseil que je peux donner. Une alia, ça se prépare. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va arriver en ville et qu'on va trouver comme ça du travail. Ça, tout le monde le sait.
Mais il faut vraiment Alors poser là, la c'est question. intéressant ce que tu dis, parce que, mettons de manière imaginative, il y a des gens qui préparent leur aléa qui vont sûrement voir cette vidéo. Parce qu'on entend des gens qui disent ils se préparent, mais 4 ans, 5 ans, c'est pas possible. Est-ce que tu dirais, tu pourrais décrire une sorte de package minimum quoi, pour préparer son aléa? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un petit peu d'argent de côté, Il faut beaucoup d'argent de côté. Oui. Il faut beaucoup d'argent de côté. Et bien sûr, la configuration, elle est différente selon que tu as de la famille en Israël qui peut t'aider, qui peut te soutenir, ou que tu n'en as pas. D'accord. Ça, c'est. Je crois qu'il faut vraiment se faire une checklist et une carte de navigation. Donc, tu es parti en fait, cette carte de navigation, on l'obtient comment? C'est-à-dire que vous aviez un projet donc déjà qui était assez cadré. Donc, Marie, lui, voulait faire de l'agriculture. Moi, j'étais partante pour être dans un milieu plutôt rural. Notre fils était petit, il avait 1 an et demi. Et donc, on a fait le tour dans la région nord. Et vous êtes vite arrivé au Golan. On est arrivé au Golan. Et voilà, la première chose que je peux donner comme conseil, on le connaît, mais on l'oublie tout le temps, c'est de ne pas hésiter à aller et à se renseigner. Il est très facile en Israël de rentrer dans les administrations. Les gens sont accessibles. C'est pas comme en France où vous allez voir le directeur, monsieur le directeur, etc. Voilà. C'est on rentre, asseyez-vous et tout de suite vous un café. Voilà, exactement. En Israël, si tu veux par exemple exercer en tant que profession indépendante, c'est très facile d'aller au bureau des impôts, de se pointer sans rendez-vous. Et même si on te dit qu'il faut prendre un rendez-vous, il y a 15 chances sur 30 qu'on va te dire bah tiens, tu sais quoi, si tu es là déjà, t'as qu'à rentrer. Si on est souriant, il ne faut pas râler. Il faut pas râler. Des fois, moi j'ai remarqué, on a un côté un petit peu râleur, on va dire, nous les Français peut-être moins aussi. Les Parisiens, ils sont un peu hautains. Il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans. Souvent, moi j'ai vu des choses, je me suis dit, passe la colère, va voir quelqu'un d'autre, reste là, assieds-toi sur une chaise. On va dire que dans 4 cas sur 5, ben, j'ai vu quelqu'un qui est débarqué, qui me dit comment ça se fait, alors tu es assis là. Et les gens, ils ont quand même une envie d'aider. Et alors, il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'Israéliens qui sont descendants de familles du Maroc, de Tunisie, beaucoup moins d'Algérie, mais surtout le Maroc et la Tunisie, de l'Égypte. Oui, et quand on a des atomes crochus. Du Liban, et ils parlent le français. Souvent, il y a des gens qui parlent le français. À l'Alliance française, ici à Carmel, il y a beaucoup de juifs qui viennent d'Irak. Voilà. On ne pense pas on pense à des Marocains, on pense à des Tunisiens, mais c'est des gens qui ont souvent qui ont étudié dans les alliances dans le monde. Donc voilà, ça c'est pour dire que tu vas au conseil régional du Golan qui est à Catherine, tu n'as pas de rendez-vous, tu demandes si tu peux voir quelqu'un de la Clita, et la conversation commence. Et très facilement, tu obtiens une liste, c'est ce qui nous est arrivé, tu obtiens une liste de l'Ishouvim, de villages, dans lesquels il y a de la Clita de jeunes familles. Et c'est comme ça qu'en faisant le tour, on avait une voiture de location, en faisant les tours, donc le tour des villages, on s'est arrêté sur un village qui s'appelle Canaf. Magnifique. On a demandé à rencontrer la Vadat Clita, et c'est-à-dire la commission d'intégration. Après, il faut expliquer, quand on veut arriver dans un Yishuv ou dans un village, souvent dans une communauté agricole, ce qu'on appelle ici en Israël, souvent on a une sorte d'année un petit peu où on est un peu pris à l'essai quelque part. Alors d'abord, il faut comprendre qu'il y a, ça ne se fait pas si vite que ça, parce que la plupart des villages ont une Vadat Clita, c'est-à-dire une commission d'intégration. Tu dois, dans la plupart des villages, pas tous les villages, mais la plupart des villages, tu dois passer des examens. D'accord. Tu dois rencontrer les gens. Des examens, on va préciser, c'est des examens de sociabilité, pour savoir est-ce que vous êtes quelqu'un de nerveux, est-ce que vous avez des antécédents. C'est pas, on va pas vous faire faire des tas de multiplication ou des choses comme ça. Bien sûr, il faut que ton profil corresponde au village. Je te donne un exemple. Un couple qui a 60 ans et qui n'a plus d'enfants scolarisés, évidemment, veut arriver dans un moshav jeune. Ce moshav jeune ne sera pas intéressé par leur candidature, parce que dans un moshav, dans un village jeune, on veut qu'il y ait des familles qui arrivent avec des petits-enfants pour remplir les effectifs
c'est aussi la mentalité israélienne qui est très communautaire. On voit, il y a les écoles d'un côté, il y a, d'un autre côté, ben, il va y avoir des villages plutôt religieux. D'un autre côté, où il y a des villages où il n'y a que des gens qui vont aller travailler à côté, dans d'autres villages où des gens vont travailler la terre. Donc en Israël, on sectorise. Ce n'est pas de la ségrégation, mais c'est pour que les gens, on marche encore un peu en tribu, donc les gens, ils sont considérés, ils doivent être intégrés à un groupe. Il y a Sandrine qui demande combien prévoir d'économies. Beaucoup d'argent. Alors, même dans les milieux ruraux. Alors, même dans le milieu rural, alors, parce que quand tu es en Galilée... Tu peux mettre un chiffre disons par personne. Non, je ne peux pas mettre un chiffre. Je crois que la première année, tu gagnes pas ta vie. Il te faut au moins, si tu as des enfants, 2 enfants, il te faut au moins 12 000 shekels par mois pour t'en sortir. Ça fait 60 000 shekels, 12 000 shekels par mois, ça fait, on va dire, 140 000 shekels par an. Il faut arriver au moins avec 50 000 euros. Avec 50 000 euros. Et si tu n'arrives pas avec 50 000 euros, moi je te parle d'une alia dans laquelle pendant 2 ans, tu peux te retourner. Si tu n'as pas ces 50 000 euros, parce que tu sais, non, j'ai un peu exagéré, 40 000 euros, ça fait 160 000 shekels. Si tu ne les as pas et que tu arrives avec 20 000 shekels, attends, tu as une caution à payer pour prendre un appartement, qu'est-ce qui te reste? Là, tu dis pour une famille qui avec des enfants, donc on va dire que c'est à peu près, toi tu dirais, c'est 10 000 euros par personne. À peu près. C'est marrant parce que moi j'avais fait le même calcul et je m'étais dit qu'à partir de 1 500, 2 000 euros par personne, on peut réussir un avion. Donc on n'est pas sur la même machin. Mais peut-être parce que je suis plus âgée que toi, que je vois les choses différemment. Mais je peux te dire que par exemple dans le Golan, a priori, on se dit, bon, la vie sur le Golan, elle est beaucoup moins chère qu'à Tel Aviv. Là d'un côté, par contre, c'était dans le but de créer une exploitation agricole et tout ça, donc c'est peut-être pas aussi, c'est peut-être quelque chose qui demande peut-être aussi un peu plus de préparation financière. Tu as beaucoup d'aide, tu as beaucoup de soutien. Si parmi nos auditeurs, certains s'intéressent à l'agriculture, il faut savoir qu'il y a plein de possibilités sur le Golan. Même en Haute-Galilée, je vois qu'il y a quand même... Si on va en Haute-Galilée, oui. En Haute-Galilée, oui, hein, c'est quand même assez ouvert parce que nous aussi, on a vécu un petit peu la même chose que toi. Au départ, on voulait partir dans le Golan aussi. Et on a vu quand même qu'en Haute-Galilée, il y a quand même aussi pas mal de villages qui sont ouverts à intégrer des familles. Il faut se rapprocher, évidemment, de la frontière libanaise. Alors, il y a de très gros avantages à rentrer dans ce genre de village. Même s'il faut de l'argent, parce qu'à partir du moment où tu construis une maison, il faut de l'aide. Oui, et puis s'ils ne sont pas sur un projet agricole, il faut acheter des terres, il faut pouvoir... Non, tu n'achètes pas les terres, elles sont louées par l'administration des terres israéliennes. Tu as des soutiens de l'agence juive, ce qu'on appelle la Khativa Laïtiashvout, c'est-à-dire la section qui s'occupe de Laïtiashvout en Eretz Israël, de l'installation. Mais par exemple, sur le Golan, il faut au moins une voiture et demie par famille. Je dis une voiture et demie pour sourire. Quand on habite, au moins une voiture, si c'est pas deux. L'énorme avantage de Carmiel, par exemple, parce que nous maintenant on est à Carmiel. L'énorme avantage de Carmiel, c'est que tu peux commencer ton alia sans avoir de frais de voiture, sans avoir de gros frais d'installation, parce qu'à Carmiel, il y a un réseau d'autobus à développer. Il y a le train pour aller à Haïfa. Donc tu peux travailler à Haïfa, tu as le train de Carmiel direct. Tu peux même travailler à Tel Aviv. Tu as le train de Carmiel. Ça, c'est un énorme avantage. Moi, en faisant ce calcul, j'avais à peu près calculé qu'il fallait 1 500, 2 000 euros par personne pour faire son alia comme ça en ville, à Haïfa, à Carmiel, dans le nord en tout cas, parce qu'il y a beaucoup d'aides pour la première année. Puis qu'après, on fonce et puis, bon, on surnage. Nous, personnellement, on est venu ici, mais on est peut-être inconscient, mais on est venu ici avec 3 000 euros pour Rachel. On y est encore. Mais c'est vrai qu'après, ça implique de ne pas avoir peur de travailler. Moi, personnellement, j'ai coupé de la viande dans des usines la nuit, etc. On fait beaucoup de petits boulots. On fait beaucoup de petits boulots et pas forcément des petits boulots très agréables. Mais on arrive quand même Bon, les chiffres que j'ai indiqués, bien sûr, ils sont sujets à caution parce qu'ils sont liés au fait que nous, on est venu avec un projet d'agriculture qui fallait de l'argent. Et en plus, c'est un village dans lequel on pouvait louer une maison une maison de l'agent juif, de la Sournout. Et au bout d'un moment, tu devais construire ta maison. Une fois que tu étais intégré dans la Hagouda, alors il faut construire la maison. Et pour construire une maison et pour avoir des crédits, il faut avoir un apport. Il faut avoir un apport.
Alors, il y a des avantages et des inconvénients dans ces collectivités-là et puis en ville. Alors là, Voilà. on est passé, ça y est, on est arrivé sur le Golan. Vous avez Golan. commencé une exploitation agricole qui consistait en quoi? Tu peux nous décrire un petit peu cette activité? Bon, il a fallu le temps de l'attribution des terres, ça a pris quelques années, et là, on a planté des oliviers. Magnifique. Et des citrons verts. D'accord, d'accord. Donc j'ai travaillé. Alors je ne sais pas, pour ceux qui connaissent Canaf, nous, nous on voulait aller dans le Golan aussi. C'est des villages dans le Golan qui sont avec vue sur le Kinneret. Je vous promets, on a l'impression qu'on va tomber dans le Kinneret. C'est tellement c'est magnifique. C'est un cadre de vie qui est extraordinaire. C'est très beau, mais encore une fois, il faut bien peser ces décisions-là. Il ne faut pas y aller. D'un côté, ça a une apparence et ça a une allure de serre. Ça protège. On a l'impression de vivre dans une bulle. D'accord. Okay. On a le sentiment qu'on va vivre à l'économie, alors que ce n'est pas vrai. Parce que quand on vit dans ces villages qui sont éloignés. Et oui, il faut aller à l'école, il faut emmener les enfants à l'école. Non, tu as des ramassages scolaires. Mais il te faut des voitures pour aller faire les courses en ville. Les courses, les activités. De ce point de vue-là, je pense que faire une alia vers une ville comme Carmiel, c'est moins onéreux. C'est un projet moins onéreux, mais tu n'as pas les avantages d'un petit bichou. Dans un moshav ou dans un kibbutz. C'est deux modes de vie tout à fait différents. Ce sont deux modes de vie différents. Personnellement, on a vécu dans un kibbutz assez longtemps avec Mayam. C'est deux mondes quasiment différents. Même les jeunes qui naissent là-bas, c'est pas du tout le même prototype que vous croisez en ville. C'est vrai qu'ici à Carmel, par contre, moi je trouve qu'il y a quand même, c'est une ville, mais avec un petit côté village quand même. Je vois quand on est arrivé ici, on connaissait personne, mais les voisins nous emmenaient des gâteaux, nous demandaient vous avez besoin de quoi, est-ce que vous avez besoin de jouer pour les enfants. On avait plein de sollicitations que je ne suis pas sûr qu'on aurait reçues si on s'était installé par exemple à Tel Aviv ou en Netanya. Ah, ça c'est certainement pas. Non, à Tel Aviv, d'abord pour arriver à Tel Aviv, il faut énormément d'argent. Oui, là, il faut rajouter peut-être un zéro. Oui. Les loyers sont extrêmement élevés. La vie est très chère parce que tu es tout le temps tenté et tu t'oublies à Tel Aviv. Parce que tu es en vacances. Ah bon? Non, mais je veux dire, quand tu arrives au début et que tu essayes même si tu as un travail, tu essayes de vivre comme si tu étais parisien à Tel Aviv, tu vas sur la plage. Et au bout d'un an, tu réalises que tu n'as plus d'argent. Ça, et là, il faut faire très attention parce que j'entends parler de pas mal de familles qui s'installent à Tel Aviv, à Netanya ou Herzliya. Et au début, ça a l'air tout rose, parce que ça a une allure de vacances. C'est vrai qu'il y a au bout d'un an, on se réveille. Il y a des aides qui sont effectives en Israël. Et on peut dire que le Sal Klita, c'est une aide qui est vraiment sûre. Vous pouvez compter sur votre Sal Klita quand vous allez arriver ici. Mais il y a un double tranchant. C'est-à-dire qu'on a presque un salaire. On fait nos ulpan, c'est obligé. Pour quelqu'un qui ne parle pas hébreu, c'est quelque chose de très utile. À mon époque, il n'y avait pas de Sal Klita. Mais on vit. En 97, on n'a pas eu de Sal Klita. Mais on vit un an. Le statut des Français a changé. Il y a plus d'aide. On vit un an comme ça, avec un mode de vie qui est un petit peu maintenu par l'État. Et puis après, tout d'un coup, vous arrivez du jour au lendemain. Il faut au bout d'un an, au bout de 18 mois, tu n'as plus. Même au bout de 6 mois. Et tu n'as plus de subvention pour les impôts locaux. Donc tu te retrouves avec un appartement dont tu dois assurer l'entretien et les impôts locaux sans subvention. Enfin, ça va vite. Je te laisse regarder les questions en même temps parce que moi, je n'ai pas accès. Ok. Donc là, tu es sur le Golan. Vous avez développé. Vous êtes resté combien d'années sur le Golan? Bon, alors là, je vais essayer de faire ça en quelques minutes. Ok, allez. Je suis arrivée en Israël mariée, avec un enfant qui avait 1 an et demi. Un deuxième fils est né, 1 an après notre arrivée. Une petite fille est née 8 ans après notre arrivée. Entre-temps, nous, en 2000, on avait obtenu les terres. On a planté, on s'est occupé de la plantation des oliviers
et des citronniers, citron vert. J'imagine que c'est pas un petit travail, parce que ça c'est facile de dire une phrase comme ça. On a planté quelques oliviers. Moi, je travaille un peu dans le jardinage de temps en temps. J'imagine même pas ce que ça doit être de planter des arbres. L'été 2000, c'est l'été où j'avais travaillé toute seule à la maison pendant 5 mois pour me préparer avec des dictionnaires et vraiment les moyens du bord pour me préparer aux examens du barreau. Parce que je suis avocate, c'est ce que je disais au début, et je voulais avoir mon diplôme en Israël. Donc j'avais bossé toute seule, me préparer pour les examens du barreau en hébreu, et je suis revenue de l'examen à Jérusalem. Je suis rentrée à la maison par l'autobus de Tibériade. J'ai changé de vêtements et je suis partie sur le terrain pour me joindre à l'équipe qui plantait les arbres. Et ensuite, j'ai passé presque une semaine sur le terrain à entourer ce qu'on appelle en hébreu les shtilim, c'est-à-dire les plants, petits évidemment, les entourer de boîtes de polystyrène pour que les chacals et les... Ils ne viennent pas gratter et déterrer tous ces plants-là? J'allais dire hippopotames, non, c'était pas des sangliers. Les sangliers, voilà. Il y a des sangliers, donc pour que les sangliers ne mangent pas, c'est un autre monde. C'est-à-dire que je suis arrivée de Paris et je me retrouvais à devoir... C'est ça que je me demande, parce que c'est vrai. Moi aussi, je me demande. Apparemment, comme tu m'as raconté, peut-être que tu vas développer plus tard, mais tu viens d'un milieu assez culturel, cultivé. Tu m'as dit que tes parents avaient un magasin de musique, c'est ça, si je ne me trompe pas? Les grands-parents avaient un magasin de musique. Formation d'avocat, donc c'est une formation littéraire, c'est élevé. Et puis, ça te plaisait cette vie agricole, cette vie en relation avec la terre? Écoute, c'était le rêve de mon ex-mari. Moi, mon objectif, c'était de fonder une famille. J'ai suivi. Ça paraissait assez pastoral. C'était quelque chose de complètement nouveau. C'est magnifique. Tu vois, par exemple, si je parle d'agriculture, je peux parler d'agriculture, de taille des arbres en hébreu. En français, j'ai pas le vocabulaire. J'ai tout appris ici. Ça faisait pas partie de ton monde pas du Paris. Tout, pas du tout. Et bon, il est possible que effectivement, je me suis mise entre parenthèses sur le plan de l'identité. Ça, c'est un autre sujet. D'accord. Alors c'est un sujet de développement personnel. C'est une transition parce qu'il y a une séparation, comme tu nous as dit. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça arrive. Il y a eu donc quelques années après la naissance de la petite, il y a eu un divorce. Et avec la décision du divorce, il y avait la décision de quitter le Golan et évidemment, d'arrêter l'agriculture et de me reprendre une profession qui soit la mienne. Et là, je voudrais donner un conseil. Faire autre chose. Voilà. Là, maintenant, je voudrais donner un conseil en tant que femme. Oui. En tant que femme, aux femmes. Alors, les hommes, éloignez-vous des écrans. Non, soyez là parce que vous êtes supposés aider et être... je veux dire, moi, je pense que le mariage, ça doit être d'abord une grande amitié, une belle fraternité. Quand on arrive avec un projet familial en Israël, au début, on prend ce qu'il y a. C'est pas grave de nettoyer des cages d'escalier, c'est pas grave de travailler dans un supermarché, et c'est pas grave de travailler la terre. Ça peut être même très bien parce que comme ça, on apprend l'hébreu. On apprend Israël par le bas et par la terre, ok, c'est très bien. Seulement, quand on arrive avec des formations professionnelles, qu'on est déjà un adulte, moi je suis arrivée, j'avais 34 ans, c'était il y a 21 ans. J'avais 34 ans, et après avoir passé mes examens de droit ici, et avoir réussi donc tous les examens, l'exploitation agricole avait besoin de moi. Donc, comme l'exploitation agricole avait besoin de bras et de moi pour la gérer et pour travailler sur le terrain avec les ouvriers agricoles qui étaient avec nous, et le citron vert, par exemple, c'était presque toute l'année une cueillette par semaine. Et une cueillette par semaine, tu te lèves à 5 h du matin. Et le citron vert, c'est un arbre extrêmement difficile, plein d'épines. Fait un mauvais jeu de mots, quand je rentrais à la maison, je ressemblais à Jésus. C'est-à-dire que j'étais lacérée de partout. C'était absolument étonnant.
quand je pense à ça aujourd'hui, je suis étonnée de ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que je me suis oubliée. Parce que, par exemple, tu t'es j'ai oublié réalisé... ou ça t'a construit quand même d'un autre côté? Ça a peut-être construit quelque chose d'autre qu'il y avait en toi que tu n'avais pas développé en étant dans un milieu urbain. On va dire que je me dis ça moi-même aujourd'hui pour être positive. Non, je me suis complètement oubliée. Ouais. Et puisque j'étais loin, géographiquement des centres de ville, je n'imaginais pas qu'il y a 1000 choses à faire, parce que ça, je veux le dire. D'un point de vue de Il y la a culture. 1000 choses à faire en Israël. Ouais. Il y a plein de cursus d'études qui sont courts, qui sont moyens, qui sont longs. Il y a plein de cursus d'études de 3 mois, 6 mois, 8 mois, qui sont accessibles à partir du moment où on parle l'hébreu et où on le lit. Alors, premièrement, il faut mettre la gomme sur l'hébreu. Il faut apprendre très vite à lire et à écrire l'hébreu. À partir du moment où on a un hébreu qui permet de lire et d'écrire, il y a plein de formations professionnelles qui sont rapides. On est aidé ici par les agences de l'emploi. Il y a plein de formations qui sont proposées. En tant que Olé Hadash, il faut dire aussi que les Israéliens, moi je suis tout le temps surpris quand on fait des formations, c'est-à-dire qu'on voit des gens de tous âges, et les Israéliens ne font pas leurs études et puis ils ne laissent pas tomber des formations professionnelles. Exactement. Ici, les gens, tous les 1 an, 2 ans, ils vont faire une formation de 3 mois, 4 mois. C'est très dynamique. C'est quelque chose, l'apprentissage le long de la vie, voilà. C'est un mode de vie. En Israël, c'est une évidence qu'on peut changer de profession 2-3 fois. Ouais. On n'est pas dans le circuit, je rentre à la sécurité sociale à 22 ans et j'en sors à 65. Pas du tout. Ça existe dans certains secteurs, mais je veux dire, Israël est un pays très dynamique, donc il y a plein de formations professionnelles. À l'époque, par exemple, moi j'ai compris quand je suis arrivée à Carmiel, il y a plus de 5 ans, c'est quand je suis arrivée à Carmiel que j'ai compris, par exemple, que j'aurais pu faire à distance. À distance. Des études. Et par exemple, en 2 ans, je pouvais devenir traductrice. En plus, vers là-bas, maintenant, il y a le collège. Il y a un grand collège qui est presque, ça se transforme presque en université. De Tel Chai ou de Ohalo. Alors il y a le Kinneret. Okay. Parce que j'ai l'impression que ça s'est développé. Il y a le Ohalo. Et il y a à Kiryat Shmona, il y a Tel Chai. Alors ça, c'est par exemple Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, j'aurais pu étudier et travailler à distance. J'aurais pu gagner ma vie, être indépendante et avoir faire une formation de la maison. Je m'étais bloquée sur l'histoire des distances. Il faut savoir qu'en Israël, il y a plein de possibilités. Il y a ce qu'on appelle l'université Aptucha, l'université ouverte. Oui, c'est magnifique ça. Il y a des formations extraordinaires. L'université Aptucha, c'est-à-dire que vous pouvez travailler, faire des cours du soir. Au lieu de passer une licence, par exemple, en 2 ans ou 3 ans, et bien vous allez passer la licence en 5 ans, 6 ans. Vous allez compléter doucement. Et on donne la chance aux adultes de se former. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Israël, ils sont beaucoup moins regardants sur l'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un diplôme, vous prendrez le premier poste venu, bien sûr, mais vous pouvez tout de suite vous intégrer professionnellement. Ce sont des choses que j'ai découvertes quand je suis arrivée à Carmiel. 15 ans après. Voilà. Donc, il y a eu un divorce. Donc le divorce, la décision, de facto l'arrêt de l'agriculture. Moi, j'avais donc tous mes diplômes israéliens. J'avais fait mon stage au tribunal de Tibériade en 2002-2003. Puis j'étais retournée à l'agriculture parce que l'exploitation agricole avait besoin de moi. Et à un moment donné, j'ai décidé d'essayer de revenir à la profession d'avocat. D'accord. Alors, encore un exemple de reconversion professionnelle extraordinaire. J'avais un voisin très sympa à Canaf. Il ne comprend pas le français, donc il ne peut même pas se reconnaître. Ok. Quand je suis arrivée en Israël, il était professeur d'auto-école. D'accord. Pour obtenir mon permis de conduire israélien, j'allais à Kiryat Shmona avec lui 2 fois par semaine pour prendre les cours de conduite, pour prendre les cours de conduite en hébreu. Et donc, grâce à lui, j'ai eu mon permis de conduire israélien très rapidement. Ensuite, il a décidé de devenir médiateur. Donc, il a fait des études de médiateur. Excellent. Et quand il était médiateur, il rencontrait tout le temps dans des conflits, des contrats, le droit de la famille, etc. Et en étant médiateur, il rencontrait tout le temps des avocats. Et il a eu envie de devenir avocat. Alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que moi, je l'ai connu moniteur d'auto-école. Il est devenu médiateur et il était un bon médiateur, vraiment. Et il s'est accroché, il a fait ses études
Une fois par semaine, il allait à Haïfa ou à Tel Aviv, je me souviens plus. Il étudiait beaucoup de la maison. Il a réussi ses examens. Et j'ai fait une tentative de retour à la profession dans son cabinet d'avocat à Catherine. Magnifique. Voilà. Magnifique. Alors lui, en tant qu'avocat, lui, il est super sympa, il est tout à fait atypique. Bon, moi, pour des tas de raisons, j'avais plus du tout envie d'exercer cette profession. D'accord. Est-ce que tu as senti un décalage entre le milieu israélien et ce que tu avais appris, parce que tu avais déjà appris à la Sorbonne et tout, c'est quand même, en plus le droit est britannique un petit peu ici, l'essence britannique. Donc ça a penché pour que tu continues pas dans ton métier. Écoute, je vais pas rentrer dans les détails, oui, mais non, en gros, la procédure civile en France est une procédure de type inquisitoire. C'est-à-dire que celui qui mène les débats, c'est le juge. En Israël, c'est un système accusatoire. À savoir que ce sont les avocats et les parties qui mènent la danse. Et c'est affreux. Et c'est affreux. C'est-à-dire que quand j'étais en stage, enfin pour moi c'était traumatisant. Quand j'étais en stage en 2002-2003 au tribunal de Tibériade, j'étais l'assistante d'une juge. Alors là, je veux dire aussi une autre chose. Tu m'as demandé de donner des tips, des conseils. Il faut savoir qu'en Israël, on rencontre des gens tout à fait étonnants. À un moment donné, on va rencontrer quelqu'un qui va te dire, qui va me dire, tu sais quoi, je vais t'aider. Alors, par exemple, cette juge, j'avais présenté ma candidature, mon hébreu en 2002, c'était vraiment pas grand-chose. Et c'était vraiment pas grand-chose pour une avocate. Elle m'a interviewée. Elle m'a dit, Sabine, j'ai envie de te donner ta chance. À mon hébreu, mais attends, mais je déchiffrais les jugements. Extraordinaire. Ouais. Et alors, c'est aussi un pays d'immigration. Et puis, je pense aussi qu'en se présentant à ces gens-là, quand ces gens-là nous voient, peut-être qu'ils voient leurs parents, c'est tout à fait possible. C'est un pays qui fonctionne comme ça. On n'est pas des cas exceptionnels. C'est très juste ce que tu dis, Sylvain. J'avais jamais pensé à ça. C'est tout à fait juste, oui. Il y a quelque chose de très touchant. Il est tout à fait possible que peut-être même de façon inconsciente, les gens se souviennent de ceux qui sont venus. Ouais. Et finalement, dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous donne un coup de pouce. Il faut quand même voir que même dans les métiers qui demandent une formation pointue et élevée, partout, on trouve des Olim Khadashim. Partout. Même des gens qui ne parlent pas forcément très bien hébreu, mais donc, ils sont pris pour leurs compétences. Ici, on privilégie les compétences et on met les gens à l'épreuve. Parce qu'ici, on sait que la langue, c'est un outil. Et donc, c'est un outil qui est accessible à tous. Et on peut apprendre très correctement l'hébreu, très rapidement. Et les gens voient plus le potentiel aussi. Voilà. Donc, on voit le potentiel de la personne. On voit son caractère. On voit sa sociabilité. Et on voit son intelligence et sa capacité professionnelle. Je trouve que c'est un pays où on donne quand même facilement la chance aux gens. Après, attention, il ne faut pas que Après, il faut bosser. Après, il faut assurer. Il faut si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, il faut bosser. Ok, vous voulez travailler dans une banque, vous êtes cuisinier, ok, bon, vous avez fait une petite formation, on va vous donner de votre chance. Après, vous allez y arriver. Bien sûr, si vous avez fait des études dans la finance, ça va vous aider beaucoup mieux pour travailler dans une banque. Mais les gens n'ont pas cette rigidité d'orientation. Moi, je connais des gens, notamment quelqu'un qui était ingénieur en chimie, ingénieur chimiste en URSS. Quand il est arrivé en Israël avec la grande alia du million de l'URSS, il n'a pas trouvé de boulot dans sa branche, puis son hébreu n'était pas encore au point pour. Donc, il a bossé dans un supermarché. Et aujourd'hui, il dirige 2 supermarchés en parallèle. Magnifique. Et moi, j'ai travaillé... Pas des supermarchés de Shruna, pas des petits supermarchés, des grands supermarchés avec des centaines d'employés. Magnifique. Moi, j'ai travaillé à Eilat et j'ai travaillé après l'armée en tant que cuisinier. Et il y avait un monsieur, un Argentin, je parle un peu espagnol. Et il faisait un peu de peine, la vérité. Il avait 60 ans et il nettoyait les vitres. Et un jour, je me suis assis avec lui, on parlait, on se voyait un peu tous les jours. Et il était avocat. Et ces gens-là, ils viennent, ils prennent leur chance, ils nettoient les vitres. Bon, c'est bien payé en Israël, mais c'est vrai que quand on voit une personne plutôt âgée faire ça... Alors, voilà, il faut se préparer à ça. Il faut venir courageux. Mais
ces gens-là, et je pense qu'aussi les Argentins, moi j'ai rencontré d'autres Argentins, ils n'ont pas peur. Ils prennent le premier travail qui vient et ils disent c'est pas grave. Moi, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, eh ben, j'ai parlé mieux hébreu et je vais m'intégrer. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc de fil en aiguille, voilà, j'ai décidé de quitter le village de Cana. Là, on est déjà arrivé à Carmiel. Il fallait décider, et donc la décision, ça a été Carmiel, sans hésitation. C'est un choix que tu as fait comme ça ou ça arrivait tout simplement, d'abord, j'aime beaucoup le nord d'Israël. Moi, j'irai pas vivre dans le centre. Et pourtant, tu vois, je suis parisienne. Hein. Quelque part, je suis devenue un peu provinciale. C'est ce que je me dis de temps en temps. Il y a des gens qui disent oh, le Negev, moi quand je suis dans le Negev, je me sens tellement bien, etc. Il y en a d'autres qui vont vous dire moi, il y a Netanya ou rien. Et j'ai parlé au téléphone avec une famille qui sont en train de partir malheureusement d'Israël. J'espère qu'ils ne partiront pas et tout ça. Mais la personne me disait Jérusalem pour rien. J'ai essayé. Mais bon, ça, c'est le destin. Mais je pense que notre âme, peut-être notre âme qui est connectée aux tribus d'Israël et chacun trouve son point un petit peu ici. Alors donc je suis arrivée à Carmiel, premièrement parce que j'aime beaucoup le nord d'Israël. Deuxièmement parce que comme il y a 3 enfants et que le père avait décidé de rester sur le Golan, il fallait absolument que je sois dans une région proche. Et pourquoi Carmiel, pourquoi pas, alors, je ne sais pas, Naria ou non, c'était trop loin, Naria. Ou Tiberia ou... Non, Tiberia, non, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Voilà, Sfat, c'est trop religieux. Voilà. Rosh Pina, c'est... Kiryat Shmona. Non, Kiryat Shmona, c'est trop peu au nord pour moi. Rosh Pina, c'était pas mal, mais c'était très cher. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait flasher? Je suis venue à Carmiel tout simplement parce que quand mes garçons étaient petits, parce que j'ai 2 garçons et une fille, quand mes garçons étaient petits, il y avait des cinémas à Carmiel. Depuis, on les a récupérés, mais à l'époque, il y avait les cinémas. Et je venais souvent à Carmiel faire des courses. D'accord. Et j'avais trouvé que la ville était vraiment jolie. Beaucoup de bâtiments, tu vois, qui ne dépassent pas les 3-4 étages. Beaucoup de parcs. Ça, c'est ce qu'on énormément d'arbres. C'est tout à fait étonnant. Il faut savoir, je le répète presque à chaque fois. En plus, pour moi qui habitais sur le Golan, j'avais l'impression d'être en vacances. C'est vrai qu'il y a une idée qui, je pense que c'est unique en Israël. Il n'y a pas eu beaucoup de villes. Il y a des villes vertes aussi. Hein. Mais l'idée de faire un grand parc et de construire un quartier autour du parc, c'est quelque chose qui va faire la signature de Carmiel. Oui, d'ailleurs, Carmiel a gagné plusieurs fois des compétitions de villes fleuries d'Israël. Donc, il y a plusieurs très beaux parcs à Carmiel. On sent que c'est une ville qui est orientée famille et enfants. Donc, tu as pris un appartement, tu t'es ratterri parce que c'est des fractures, c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi la vie qui fait ça, qu'on affronte ça. Donc, tu es arrivé à Carmiel et qu'est-ce que tu avais en tête? Là, tu voulais encore redevenir avocat? Tu étais encore dans ton projet de redevenir avocat? J'avais essayé de retravailler dans un cabinet d'avocat. J'ai ce voisin de Canaf qui était... Il a l'air assez marquant, ce voisin, parce que ça a été une histoire. C'est vrai qu'il rencontre des gens... qui était moniteur d'auto-école, qui est devenu médiateur et qui est maintenant avocat. Et il est possible qu'un jour, il sera magistrat. C'est magnifique. Non, moi, je dis souvent, il y a des gens qui nous disent oh, vous ne regardez pas trop la télé. On regarde de temps en temps la télé sur Internet ou quoi. Mais ici, vous pouvez vous asseoir avec des personnes âgées, asseyez-vous, faites la discussion avec eux. C'est mieux que toutes les séries télénovelas. Quand tu vas à la Compatronine et que tu attends ton tour pour rentrer chez le médecin, il faut parler avec les gens. On apprend beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'ai décidé d'arriver à Carmiel. Le premier objectif, c'était d'abord la quita des enfants dans les écoles, parce que pour eux, c'était quand même un changement conséquent. Moi, j'avais presque 50 ans. C'était redémarrer à zéro. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Donc, je vivais un peu sur mes économies, d'expédients, je faisais des traductions, j'aidais des gens qui avaient des sites internet en français. J'ai trouvé toutes sortes de boulots comme ça. Ce qu'on peut trouver à Carmiel, parce que souvent les gens ils se figurent que Carmiel, tu vas là, c'est que les usines ou que les travails un petit peu manuels et tout ça. Non, il y a que les usines et regarde l'exemple de Véronique qui était chez vous il n'y a pas longtemps et qui a trouvé du travail et qui depuis travaille dans une usine high-tech. Donc il y a de tout ici. Voilà. Donc
on m'a donné un conseil formidable. Bon, parce qu'entre-temps, j'avais un bon moment, j'ai fait la connaissance de mon compagnon. Et donc, mon ami me dit, tu sais quoi, tu devrais aller au Honenoshi, au centre du Honenoshi, c'est-à-dire le centre de... Le Honenoshi, c'est ceux qui sont chargés d'accueillir les gens qui arrivent à Carmiel. C'est une association subventionnée par la mairie. Patrimoine humain. Oui, c'est un patrimoine, l'héritage. Là-bas, il y a un centre, il y a une branche, il y a une unité d'aide aux adultes qui veulent faire une reconversion professionnelle. Je profite, je fais une petite parenthèse pour dire un grand merci à Elia Larar, qui est francophone au Honenoshi et qui nous permet de publier justement des petites annonces qu'on pose sur notre site. Bon, on les a données à titre d'exemple, on n'est pas un site sérieux de recherche d'emploi. C'est pour montrer à tout le monde qu'il y a un peu de tout à Carmiel, mais ils sont très actifs. Moi, j'ai eu affaire à eux aussi en cherchant du travail. Et tout de suite, on s'assoit et ils commencent à téléphoner. Très bien accueilli. Tout de suite, j'ai été très bien accueilli. À l'époque, il y avait une femme de la mairie qui travaillait là-bas. On m'a très bien reçu. Il faut quand même que je précise, au moment de la chronologie où nous nous trouvons, que je suis donc à ma 15e, 16e année en Israël, j'ai un bon hébreu. Ouais. Quand même. J'ai passé les examens du barreau en hébreu, j'ai fait mon stage au tribunal en hébreu, j'ai fait l'agriculture en hébreu. Aussi. Je vivais dans un village, je vivais dans un village dans lequel il n'y avait pas de famille française. Donc même si je parlais en français à mes enfants me répondaient en hébreu. Là aussi, je voulais dire une petite chose là-dessus. Faut se battre pour garder le français. Parce que les enfants, évidemment, au bout d'un moment, même s'ils comprennent papa et maman qui parlent le français à la maison, la langue de l'environnement est plus forte. Et à un moment donné, ils répondent en hébreu. Il faut s'entêter, il faut continuer à leur regarder des livres en hébreu, en français, pardon. Il faut les faire parler en français. Il faut voir des films en français. C'est pas du tout donné d'arriver en Israël et de rester francophone de génération en génération. Il y a un effort à faire. De génération en génération, mais en tout cas pour les enfants qui viennent de France aussi, c'est un côté rassurant. Et enfin, en tout cas nous personnellement, on pense que effectivement, quand on vient avec des enfants ici en Israël, ils vont se retrouver pendant 3-4 ans désavantagés dans le système scolaire. Non, pas du tout. Le fait qu'ils aient du français, ça va être... En 3 mois, ils parlent hébreu. Mais le fait de garder le français, ça leur donne un avantage d'avoir une culture en plus, et il faut qu'ils puissent profiter. Donc moi, je pense qu'il faut appuyer sur le fait, au moins, d'arriver à les faire lire. Si on arrive à les faire lire, après, ils ont accès à toute la culture française, parce que c'est facile d'avoir des livres à la maison, d'en trouver, etc. Donc ça, c'est quelque chose à travailler. Donc ça, c'est le travail des parents. Le travail des parents, c'est de garder le français, et les enfants n'ont même pas besoin de faire d'efforts. Ils apprennent les mots très, ça prend quand même 2 ans pour qu'ils soient bien intégrés. Effectivement, ils sont bien intégrés, etc. Mais il y a des problèmes de facilité, de grammaire, etc. Il y a beaucoup d'aide en Israël et moi je la trouve formidable parce qu'en plus c'est très humain. Il y a des gens qui vont s'asseoir avec vos enfants tous les jours pour leur traduire, etc. Mais c'est vrai que garder les acquis qu'il y a, parce que ça vous donnera toujours des avantages ici. Et donc garder l'identité française et garder la culture française, c'est ce sur quoi je suis retombée sur mes pieds finalement. C'est que quand je suis arrivée au centre de reconversion professionnelle pour adultes, on m'a fait passer une batterie de tests professionnels. Enfin, ce qu'on appelle les tests d'orientation, ce qu'on fait de plus en plus, même en France. Et les tests ont indiqué que j'étais faite pour être avocate. Un bilan professionnel. Voilà. Oui. Alors là, je lui ai dit, écoute, ma décision est prise, je ne veux plus exercer et je veux absolument faire autre chose. Quoi, je n'en savais rien, j'étais dans le brouillard absolu. Elle m'a donné un conseil extraordinaire. Elle m'a dit, écoute, dans 1 mois, on ouvre une formation de coach, de développement personnel. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire d'une formation pareille? Je n'ai pas l'intention d'être coach. Puis en plus, moi, en tant que français, je ne connaissais pas. Ça a une consonance un peu New Age, etc. Voilà. Bon, moi, j'ai cru que c'était un truc à la mode, un machin pour passer son temps. Et elle a vraiment insisté. Elle m'a dit, écoute-moi, tu ne le regretteras pas. Et ça a été extraordinaire parce que finalement, quand tu pars faire un cursus
de coach, Ah, 7 mois, 8 mois d'études. C'est pas forcément pour être coach toi-même. C'est déjà pour te faire te mettre à plat et faire un bilan personnel avec voilà, toi-même. parce que tu as une vie assez mouvementée. J'avais 50 là, ans et 50 tous les ans, passages que je vous ai racontés. départ de Paris, on Voilà. monte une ferme dans le Golan. Je pense que ça a dû avoir mal au dos un petit peu après. Et puis, c'est beaucoup de travail et on se retrouve à un endroit où on n'avait pas forcément prévu d'être avant. Donc ça t'a permis donc de te retrouver un petit peu et de te... Et donc, quand tu étudies le développement personnel, c'est a priori pour aider les gens à faire leur propre bilan. Alors moi, j'ai fait mon propre bilan en faisant ce cursus, en suivant ce cursus. Et on avait un prof extraordinaire du Technion de Haïfa qui venait à Carmiel toutes les semaines. On passait 5 heures, 6 heures en classe à étudier avec lui, avec énormément de devoirs à préparer à la maison. Et je ne vais pas rentrer dans les détails et les étapes, mais tout d'un coup, j'ai eu comme une illumination. Je me suis dit, mais finalement, ce que j'aime, c'est la culture française. J'aime parler l'hébreu. J'aime travailler avec les gens. J'aime raconter et expliquer. Donc, tu as trouvé tes points forts, grosso modo. Tu as trouvé tes Oui, tes mais points. tu sais, c'est des choses aussi que des amis me disaient depuis un bon moment, des amis de Canaf qui me disaient, tu sais, on dîne ensemble, et puis à la fin du dîner, on papote, on pose des questions sur la culture française, je raconte. Et puis, on me disait parfois, mais écoute, tu aimes raconter, tu aimes expliquer. Pourquoi tu fais pas quelque Tu chose devrais là-dedans? faire quelque chose là-dedans. Moi, je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça va intéresser qui? Je vais faire quoi? Voilà. Donc là, c'était, donc je te parle de 2013-2014. D'accord. Ça commence à germer dans ma tête. Je me dis, tiens, ça serait chouette si je pouvais faire des conférences sur la culture française en hébreu, conférences adressées à un public israélien non francophone, qui n'a pas accès à la culture française. Et puis, j'ai décidé de poursuivre des petites formations pour connaître des gens et pour voir des choses que je n'avais pas vues pendant les 15 ans passés sur le Golan. C'est ce que font beaucoup les Israéliens. Enfin, on est tous Israéliens, pardon. Beaucoup les Savarim. C'est qu'il y a une mentalité. Je prends un cours. Il y a quelque chose qui m'intéresse. On va prendre un cours de fruits et légumes. On n'est pas là-dedans. Mais ils vont à la rencontre. Ils veulent faire des rencontres des gens parce que, selon ce que tu me racontes, on s'aperçoit que la vie ici est faite de rencontres. Et puis, c'est des gens qui vous marquent et puis qui vont essayer de vous pousser au bon endroit. Parce que là, apparemment, même, tu ne voulais même pas faire cette formation. Oui, je ne voulais pas faire cette formation. Et à la fin de cette formation, je tombe dans le journal, je tombe sur le journal, sur une annonce de la VITSO, qui est la plus grande organisation de femmes au monde, qui a été fondée à la fin du 19e siècle, la VITSO. Et l'annonce dit, on ouvre un cours, des conférences et des ateliers une fois par semaine, formation 7 mois. Et alors vraiment le programme avait l'air super intéressant. Oui, puis 7 mois, c'est quand même une belle formation. Des femmes de tout secteur professionnel. C'était féminin. C'était féminin, oui, la VITSO c'est féminin. Donc c'était. Je connais la VITSO pour les orphelinats pendant la guerre, alors oui. c'est vrai que. Non, mais là on parle de formation pour les femmes. Alors on avait des conférencières de tout domaine, des femmes qui travaillent dans la high-tech, une qui était médecin, l'autre qui dirigeait une organisation internationale, une autre qui travaillait avec les enfants, une autre qui était à la Knesset, etc., etc. Et puis, au cours de cette formation, en observant l'animatrice qui était la responsable du cours, je me suis dit, ça me plairait bien de faire une formation d'animatrice, de travailler avec des gens, d'apprendre à travailler avec des gens en binôme. Donc là, tu as fait la formation dans la VITSO, qui était une formation de... Orientée femme. Orientée femme, oui. D'accord. Et après, tu es reparti encore sur... Et après, j'ai décidé de faire une formation d'animatrice. D'accord. En me disant, tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était super de travailler avec des gens. De travailler avec des tables de 4, des tables de 8, des salles avec 40 personnes. Et tout ça, c'est possible à Carmiel. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que tout ça, c'était possible à Carmiel. Et donc,
Ben oui, parce qu'on pourrait se dire c'est une petite ville. Alors, là, tu nous parles de rencontrer des gens qui sont pas alors, vraiment. Ça, c'était possible à Carmiel. Ensuite, pour des raisons qui sont pas liées, j'ai décidé finalement de faire ce cours de formation à Akko. Akko, c'est 20 minutes en voiture. Oui. C'est rien du tout. J'aurais pu y aller en autobus. J'y allais en voiture, mais j'aurais pu y aller en autobus sans aucun problème. Et alors là, ça a été le déclencheur de tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'est regroupé. La culture française, les Israéliens, le travail en hébreu avec les groupes, la capacité d'être, comment dire, clair avec mon hébreu. J'ai encore quelques fautes en hébreu. J'ai réalisé que c'était un avantage. Mon accent, mes erreurs en hébreu. C'est le meilleur des ulpans aussi de faire ces formations-là, parce qu'on a peut-être survolé le point. Mais plus on se lance en hébreu, même si des fois, peut-être, souvent en tant que Français, on me dit oh, j'ai jamais passé le test. Et puis, mais même si on n'a pas le diplôme, ça vaut le coup carrément de faire un ulpan, parce que c'est toujours des rencontres intéressantes. On rebondit toujours sur quelque chose, parce que quelque part, on cherche aussi quelque chose. Donc, dans ces formations-là. Et moi, je tenais à appuyer sur ce point-là. Allez dans les formations, jetez-vous à l'eau. Vraiment. Et il n'y a rien à perdre, il n'y a que des choses, des bonnes choses. Et vraiment, en plus, ces formations en Israël, elles ne sont pas chères. On parle de quelques milliers de shekalim. C'est-à-dire, je ne sais pas si une formation va coûter. D'abord à la Bitso. Les aides aux immigrants. Oui, oui. Alors d'abord à la Bitso, les formations, elles ne sont vraiment pas chères. On parle de l'ordre de quelques centaines de shekalim. Vous entendez des bisous, c'est des bisous, mon bébé. Donc les formations de la Vitso, c'est quelques centaines de shkalim. Alors les femmes qui nous écoutent, vraiment, allez-y. Il y a la Vitso, il y en a un mat, il y a plein d'ateliers, il y a plein de possibilités, mais c'est vraiment des, comme on dit en hébreu, des gros chimes. C'est très peu d'argent. Et quand on fait des formations dans des centres de formation professionnelle, bon, alors un cours va coûter, je ne sais pas moi, 4 000, 6 000 shekels, mais qu'est-ce que c'est? C'est 1 200 €. 1 400 € quand je regarde les prix des formations en France. Parfois, je regarde par Internet, mais les formations sont hors de prix en France. Puis il y a des aides, il y a des tas de circuits aussi. Voilà, exactement. Surtout quand on est immigrant, et même pas que quand on est immigrant. Quand on se trouve dans une situation des fois un peu difficile, on a facilement accès aux formations. On dit souvent qu'Israël, c'est un État qui est moins généreux que la France au niveau des aides, mais il a sa façon de faire, il a ses circuits, il a son fonctionnement. Ici, ce qui importe aussi, c'est que les gens, ils s'assument et aussi ils payent pour leur développement. Donc, c'est une autre philosophie, mais il y a quand même des aides. Et c'est vrai que des formations à partir de 3 000 shekels, vous avez des formations même au Ternium, des formations accessibles. Il y a beaucoup de cours du soir. Il y a beaucoup de cours du soir. Et donc on arrive à la façon dont tout s'est regroupé. D'accord. Parce que là, on a détaillé tous les éléments. On a détaillé ton parcours, on va se resserrer un petit peu sur ce que tu fais. Pourquoi arriver à Carmiel? Alors, par exemple, à propos de Carmiel, ce que je veux dire, c'est que Carmiel, c'est une ville très pratique pour s'installer, pour étudier, pour se déplacer. Et c'est très important. Parce que c'est le cœur de la Galilée, géographiquement. Parce que les transports en commun ne sont pas chers en Israël. Ils sont vraiment pas chers. À Carmiel, on n'a pas besoin d'avoir une voiture. On peut aller étudier, on peut faire plein de choses avec les transports en commun. Aujourd'hui, il y a le train aussi. Voilà. Et alors, donc là, vient se greffer l'histoire de la culture française, où tout s'est regroupé. Donc, tu as décidé, donc là, de me lancer. Tu as rassemblé les pièces du puzzle avec ce que tu avais et hop, tu as décidé de te lancer. De me lancer. Et là, encore une rencontre. Encore une rencontre d'une Israélienne que j'ai connue par une copine du cours de développement personnel qui me dit un jour... Qui était coach, elle était coach. Non, elle était coach comme moi, mais elle m'a présenté une amie. D'accord. Okay. Et une amie qui me dit, tu sais, moi j'aime beaucoup les conférences, tu as une chouette idée, moi je vais t'ouvrir ma maison. Je vais organiser une soirée, je vais inviter 30 personnes, et ton pilote, tu vas le faire chez moi à la maison. Alors maintenant, il te faut un sujet, et tu me donnes une date. Et là, il m'a obligé à me jeter à l'eau. Ah oui. Alors mon premier sujet, c'était Edith Piaf. D'accord. Bien sûr, c'est le symbole de la France dans le monde. Et on a ouvert l'agenda. Elle m'a dit, il faut combien de temps? Je ne sais pas, il faut 6 mois. Elle m'a dit, je te donne 3 mois. Ça, c'est très israélien aussi.
C'est très israélien de dire, bon allez, on va faire court. Et elle m'a obligée à me jeter à l'eau. Et bah, tout a commencé le 16 janvier 2016. Donc j'ai donné ma première conférence sur Edith Piaf, conférence musicale. Que tu viens d'un milieu qui est très musique. Trempé là-dedans. Voilà. Et donc devant un public d'Israéliens, il n'y avait que des Israéliens, aucun francophone. Je parlais en hébreu. Et alors les réactions étaient... Ils ont une soif aussi, les Israéliens, parce que les Israéliens, il faut savoir qu'ils aiment la culture française. Ils aiment la culture française. Et avec classique. Un grand C. Avec Classique. Un grand C. Voilà, les classiques. Ouais. Je mets l'accent là-dessus. Il y a beaucoup, les écrivains, exactement. La il y a musique. beaucoup d'Israéliens qui ont étudié à l'étranger dans leur pays d'origine, à l'Alliance. Ouais. Donc, tu ne peux pas imaginer, mais j'ai vécu des moments extraordinaires. Pour eux, il y y a quelque chose qui a survécu en Israël de cette vision de la France, oui. La France des lettres, on va dire. Et puis moi, je l'assume. Attends, mais moi, je l'assume, je le dis. Moi, la culture qui m'intéresse, cheval de bataille, c'est la culture classique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 17e, le 18e, le 19e et le 20e. Et encore, le 20e, c'est limite. Moi, le 20e, je m'arrête à Saint-Exupéry. Après Saint-Exupéry, ça m'intéresse déjà moins. Bon, allez, je vais pousser jusqu'à Albert Camus. Mais vraiment, j'ai eu des moments, j'ai vécu des moments extraordinaires. Dernièrement, je donnais une conférence sur les écrivains classiques face au pouvoir. Alors, Molière, La Fontaine, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Victor Hugo, Balzac, Flaubert et Zola. Donc, c'est vraiment 1 heure, c'est un marathon. C'est dense. Et de donner des exemples. Ça pourrait en parler. Et de donner des exemples, alors en montrant des extraits de films, en montrant des extraits de pièces de théâtre en hébreu, parce que tous ces auteurs-là, ils ont été traduits en hébreu. Les gens les connaissent. Donc, des extraits de théâtre en hébreu, des extraits de films en français que je traduis. Et alors, ça te fait une conférence d'1 heure ou 1 heure et demie, suivant le public auquel je m'adresse, parce que toutes mes conférences existent en version 1 heure ou 1 heure et demie. Attends, je veux juste te dire la réaction. Pardon. Étonnant. J'étais devant un public de dames qui devaient avoir entre 65 et 70 ans, des retraités dans un centre culturel dans le centre du pays. Et il y a 2 dames qui sont venues me voir. Elles avaient des larmes qui coulaient des yeux. Ah oui. Et elles m'ont dit, mais Sabine, tu nous as renvoyés à notre enfance quand on étudiait le français à l'école de l'Alliance. Parce que l'Alliance a été... En plus, ici à Carmiel, il y a, on va dire, une population égyptienne, irakienne, mais aussi nord-africaine, du milieu ashkénaze aussi. Il y a des gens qui viennent de France. Mais il y a eu cette... on a souvent des retours sur l'Alliance. Moi, j'ai fait mes études à l'Alliance. Mon père parlait français, il a été à l'Alliance. Ça vient très souvent. Et c'est vrai qu'il y a cette... ils apprécient la culture française. Ça ouvre des portes. Moi, je voudrais juste raconter, je fais un petit retour en arrière, mais c'est la même chose à Carmiel. Quand j'étais agricultrice sur le Golan et qu'il fallait ouvrir un dossier, ou qu'il fallait gérer le dossier de la TVA et des déclarations et que je descendais à Tibériade donc pour aller à l'hôtel des impôts, mais la moitié du temps que je passais là-bas, c'était pour répondre à des questions sur la France et sur la culture française. Et ça m'ouvrait des portes. Parce que après, les Israéliens, ils aiment le contact personnel. Alors, une fois que tu as un contact personnel, alors là vient la question, alors comment est-ce que je peux t'aider? Mais j'ai été aidée partout. À la banque, j'ai été aidée. Aux impôts, j'ai été aidée. À la TVA, mais partout, j'ai été aidée. Encore une fois, je repasse le message. Je sais que j'en remets une couche. C'est le moment des slichot en ce moment. Ne vous énervez pas. Ça ne sert à rien. Parce que dans une petite ville en plus, on est très vite repéré. Alors que là, tout ce que tu nous racontes là, c'est que des ouvertures de portes. Toujours penser, ok, d'accord, peut-être que je me tais, peut-être que je vais passer la conversation sur autre chose, essayer de partir des bureaux, même si vous avez affaire à quelqu'un qui est fermé, qui n'a pas le sourire, etc., mais avec le sourire, parce que ça, vous n'en apercevez pas, mais c'est quelque chose qui vous ouvre les portes. Il y a une chose que les Israéliens ne supportent pas, c'est qu'on les prenne de haut. Et il faut dire qu'il y a un peu dans le profil, dans l'image de marque des Français, du fait
du fait d'années au cours desquelles beaucoup de Français sont arrivés dans le centre du pays, à Tel Aviv, ont acheté des biens immobiliers pour beaucoup d'argent, ce qui a contribué à faire monter les prix de l'immobilier. Alors, oui, il y a aussi des agents immobiliers qui leur ont vendu des appartements, ça ne les dérangeait pas non plus de vendre plus cher à des Français. Oui, mais enfin, de fait, quand il y a cette, quand les Américains et les Anglais arrivent à Ramallah, ça fait monter les prix à Ramallah. Donc les Israéliens locaux, les autochtones, voient les prix de l'immobilier augmenter. Pareil dans le centre du pays, Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod, avec l'alliance française. Il y a une chose que les Israéliens n'aiment pas chez les Français, c'est le côté un peu matu, c'est le côté moi j'ai de l'argent, c'est le côté tu vas me servir, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Ça, il ne faut pas. Alors ça, il faut que vous fassiez un travail avec vous-même, vous le mettez de côté, vous l'oubliez. À la limite, il vaut mieux pleurer quand on sent qu'on s'énerve. Quand on sent qu'on s'en sort plus, il vaut mieux pleurer et dire, tu sais quoi, aide-moi, je ne sais pas comment faire. Ça, ils adorent les Israéliens. Un sourire en Israël, ça ouvre beaucoup de portes. Être capable d'avoir le sourire, même si des fois, c'est vrai parce que quand on fait l'ALIA, on se retrouve dans des situations de stress. À la maison, des fois, ça ne va pas bien. Et puis on attend un dossier qui n'arrive pas, qui a été perdu, etc. Mais vous fermez avec le sourire, les gens se souviennent de vous. Tu vois, Sylvain, et ce sourire que vous allez laisser, vous allez retrouver la prochaine fois que vous allez pousser la porte. Ça, c'est important. Et ça, tu vois, Sylvain, je le vis beaucoup dans mon travail, parce que je suis donc en contact avec des directrices culturelles de maisons de retraite médicalisées, de résidences très luxueuses pour les personnes âgées, des centres culturels, des clubs de culture, les gens se réunissent le matin ou le soir. Donc tu travailles avec de l'humain, avec du contact humain. Tout le temps. Alors bien sûr, il faut oser prendre son téléphone, se présenter, et les Israéliens aiment la culture française. Et ça ouvre des portes, et je dois dire que 2 ans et demi après, parce qu'on est maintenant au mois de septembre 2018, je suis plus de 2 ans et demi après ma première conférence du 16 janvier 2016. Et c'est ce que tu me racontais tout à l'heure en arrivant. J'ai même plus le temps de parler à mes amis et j'ai tellement de travail, bon, Hachem, que c'est magnifique. Mais bon, attention, j'amène des conférences qui sont très, très travaillées. Et ça, le public le sent. Donc, voilà en gros ce que je pouvais te raconter, Sylvain, sur mon parcours professionnel et sur le fait que Carmiel, ça a été idéal. Je n'aurais pas pu faire tout ça si j'étais restée sur le Golan. Et il n'est pas certain que j'aurais pu le faire si j'étais à Haïfa. Et je ne l'aurais pas fait si j'étais à Tel Aviv. Parce qu'il y a une particularité ici, il y a quand même une facilité de contact qui nous a surpris quand on est arrivé ici. Comment ça se passe là, tu nous as raconté ta première expérience. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui les attire, les Israéliens? Comment tu fais, toi, au jour le jour, à t'organiser, à monter ton projet, à monter ton activité professionnelle? Tu es totalement indépendante. Alors, il a fallu casser la coquille, la carcasse de la parisienne polie, réservée, qui n'ose pas. Et ça, c'est une chose que j'ai réussi à faire grâce aux cours que j'ai suivis. À savoir que les cours auxquels j'ai participé, et j'y étais avec des Israéliens, m'ont permis d'apprendre à m'affirmer. Alors attention, j'ai gardé ma spécificité française. Partout où je vais, c'est étonnant. J'ai pas le temps de dire bonjour. On me dit, vous êtes la conférencière française. Et justement, qu'est-ce que tu proposes comme conférence? Est-ce que tu peux nous faire une sorte de menu, les conférences, elles sont pleines de musique, d'extraits de films, d'œuvres d'art. Et les Israéliens voyagent énormément. Ils ont beaucoup de livres. Donc, tu leur présentes des tableaux de Degas, ils sont ravis. Ils voient des tableaux de Toulouse-Lautrec. Ils ont besoin des clés aussi, peut-être, pour comprendre la période et tout. Voilà, alors j'ai donc Edith Piaf. Ensuite, les danseuses au 19e siècle à Paris, à travers les tableaux d'Edgar Degas
et les tableaux de Toulouse-Lautrec. Parce que je mets en parallèle les danseuses classiques de l'Opéra de Paris et les danseuses du cancan. Comment est né le cancan à Paris? Le contexte et tout. Ils adorent. Ils adorent. Ouais. Ensuite, il y a une conférence qui est consacrée à un personnage extraordinaire de l'histoire de France qui s'appelle Rose Valland, qui travaille dans un musée à Paris, le musée du jeu de paume, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle a espionné les officiers nazis qui réunissaient à l'intérieur du musée du jeu de paume les pièces qui avaient été volées dans des musées français et surtout dans les collections juives, les collections de Paul Rosenberg par exemple. Et donc toutes ces pièces d'art étaient regroupées dans ce musée. Et donc elle les a espionnées pendant des années. Elle avait une mémoire fabuleuse. C'était une grande spécialiste de l'art, donc elle connaissait toutes les collections. Quand elle voyait arriver un tableau, elle savait, ça c'est un tableau de Paul Rosenberg. Elle savait. Ça c'est un Matisse de Rosenberg. Donc elle a fait des listes pendant des années. Elle a caché ses listes chez elle, elle a risqué sa vie. Et quand les forces alliées sont arrivées, elle a remis ses listes aux forces alliées et grâce à elle, 65 000 œuvres d'art pillées par les nazis sont revenues en France. Et il y a aujourd'hui, dans le musée du Louvre, 2 salles qui ont été ouvertes, qui seront des salles de présentation permanente, des tableaux qui n'ont pas encore pu être restitués, et on cherche toujours leur légitime Et donc il y a un travail aussi qui est fait pour retrouver des familles. Oui. Et c'est grâce aux listes de Rose Valland. 65 000, c'est même pas imaginable, c'est un annuaire. C'est extraordinaire. Alors ensuite, donc, il y a eu la conférence sur la littérature classique 17e à 19e siècle, jusqu'au 19e siècle, face au pouvoir. Les grands auteurs, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, qui a déclenché des réactions d'émotion dans le public. Ça m'a tout à fait épatée. C'est-à-dire dans quoi? De la réaction au pouvoir par rapport à la Révolution? Quand je te racontais la réaction de ces 2 dames qui sont venues me voir avec des larmes aux yeux, avec des larmes qui coulaient sur leurs joues, parce qu'elles se souvenaient de l'époque où elles étaient adolescentes à l'Alliance, où elles étudiaient. Ensuite, cette année, on fête les 100 ans de la création, les 90 ans de la création du boléro de Maurice Ravel. Donc j'ai une conférence sur le boléro de Maurice Ravel, que les gens aiment beaucoup parce que c'est... Donc c'est des conférences que tu as rodées au fur et à mesure, et puis après tu... D'abord, je travaille énormément sur mes conférences. Ça se voit, 3 mois très, quand très même. Étoffées. Ah non, 3 mois, 3 mois c'était le pilote. C'était le pilote. J'ai travaillé sur la conférence sur Edith Piaf pendant 9 mois. C'est-à-dire que je l'ai modifié. C'est un bébé, quoi. Oui, je l'ai modifié parce que face à chaque public, tu apprends. Tu vois ce qui marche bien. Tu vois ce qui marche bien. Et ça t'a appris aussi à approfondir ta connaissance du coup, parce que toi, tu donnes de la culture française, mais tu reçois de la culture tsavarite, israélienne en retour. Ça te permet de connaître les goûts israéliens. Je vois surtout ce qu'ils aiment et j'essaye d'amener pas seulement ce que le public israélien aime et demande, parce que ça, ce serait trop facile, mais de leur faire découvrir des choses. Par exemple, l'histoire de Rose Valland, et tu sais, je vais te dire, j'ai des amis en France qui ne connaissent pas l'histoire de Rose Valland. Beaucoup de gens en France ne connaissent pas son histoire. Mais c'est une héroïne de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un film de John Frankenheimer qui a été réalisé en 63, je crois, sur son livre de souvenirs qui s'appelle Le Fond de l'art. Alors, donc, le boléro de Ravel, alors ça, les gens adorent parce que c'est le morceau de musique classique qui est le plus connu au monde. J'ai commencé à présenter il y a quelques mois une conférence qui s'appelle Chansons, cinéma et politique. Ça va, j'ai l'habitude. Chansons, cinéma et politique, Yves Montand. Yves Montand a une vie fabuleuse. Alors, les gens connaissent très bien Les Feuilles mortes. Le texte a été très bien traduit en hébreu. On trouve la vidéo d'Yves Montand avec la traduction en hébreu sur Internet. On a eu la chance d'habiter dans un kibbutz avec Méane. Et moi, j'étais frappé justement par la connaissance. En plus, moi, à cet âge-là, j'avais 19 ans. Mes cultures littéraires étaient à peu près au niveau des pâquerettes. Et puis, on avait des gens qui venaient nous voir et venaient nous parler de la nouvelle vague
mais comment ça, tu ne connais pas la nouvelle vague? Oui, oui. Et il te parlait du film, et il parlait de tel moment du film que lui, ça l'avait fait. Tout à fait. Il y a une vraie attache. Une vraie connaissance. Un vrai attachement. Les Israéliens vont énormément à la cinémathèque. Moi, j'ai découvert, donc, grâce à cette activité, qu'il y a énormément de centres de conférences en Israël. Les Israéliens vont sur Carmel, il y a des centres culturels. Comment Est-ce que tu peux nous indiquer, nous faire un petit tour? Par exemple, à Carmel, je donne des conférences dans ce qu'on appelle la cathédrale, c'est-à-dire le centre de conférences de Carmel, où il y a même 2 cursus. Il y a conférences culture générale, et puis un cursus qui est plus axé art et littérature, et les salles sont pleines. Les salles sont pleines. Moi, on m'a commandé 6 conférences cette année. Très bien. L'année dernière, j'en ai donné 2. C'est beaucoup cette de travail année, j'en ai derrière. donné 6. On voit quand même qu'on réussit. Il faut pousser derrière, il faut faire beaucoup de travail. Et ce travail-là, il est reconnu. Ça, on voit qu'il y a du succès quand même dans la clé. Ah oui. C'est magnifique. La 7e conférence que je présente, alors ça, les gens ici adorent, c'est Le Petit Prince et le pilote. C'est de montrer au public, à travers des photos d'archives, des extraits de films, de faire le parallèle entre le Petit Prince, à l'école, le Petit Prince, le Petit Prince et la vie de Saint-Exupéry. Parce que le Petit Prince, c'est un parcours initiatique, et c'est la vie de Saint-Exupéry. Ça se passe dans le désert parce que Saint-Exupéry a vécu plusieurs accidents dont il a failli mourir d'ailleurs. Il s'est perdu 3 jours dans le désert, il était pilote. Et alors ça, cette conférence, elle rencontre un succès. Tu me demandes mon nom de famille, hein, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas dit au début, oui. Alors, je m'appelle Sabine. J'ai peur d'écorcher les noms. Sabine Jakubovic Benamou. Ça, c'est le nom de mon profil en français sur Facebook. De toute façon, on va le faire suivre pour les gens qui ont des en hébreu, c'est Jakubovic. Jakubovic, c'est Jakubovic. Et j'ai bien sûr une page qui est uniquement en hébreu, qui s'appelle Sabine Artsaot al Tarbut Tzorfat. Sabine, conférence sur la culture française. On va faire suivre les liens après, quand on publiera la vidéo, si tu auras la gentillesse de nous écrire tout. Parce que c'est passionnant tout ça. Mais je vais te dire, Sylvain, non seulement c'est passionnant, parce que c'est la culture française, parce qu'on se réalise, mais le feedback que je reçois, alors la réalisation bien sûr, ça fait 2 ans et demi que je travaille en moyenne 18 heures par jour, et je ne me plains pas, je suis très très heureuse, je suis très contente. Il faut juste que mes amis soient patients parce que j'ai le temps pour personne. Ouais, ce que tu me disais dans 2 ans. J'ai décidé de me construire une carrière, et j'ambitionne d'être au mois de mai avec 16 conférences. J'en ai 7, j'en aurai 16. Mais surtout, je veux mettre l'accent sur les réactions du public israélien. C'est absolument étonnant. C'est absolument étonnant. La soif, d'abord, les Israéliens sont très curieux. Oui. Ils aiment les cultures étrangères. Par exemple, cette année, je vais donner des conférences dans la région de Misgav, qui est juste à côté de Carmiel. Et je suis dans un programme qui s'appelle De l'Occident à l'Orient. Donc moi, je suis l'Occident, je donne les conférences sur la culture française. On m'a demandé 10 conférences. Et face à moi, en alternance, il y a 10 conférences sur la culture japonaise. D'accord. Ah oui, c'est le... Et les gens s'inscrivent pour un cycle. Voilà, les gens s'inscrivent pour un cursus de 20 conférences avec une alternance, un jeu comme ça, entre la culture française et la culture japonaise. C'est absolument étonnant. Moi, je suis sidérée, mais les gens consacrent des budgets très sérieux à venir écouter des conférences sur des cultures étrangères. Toute la terre, moi j'étais surpris, par exemple, en faisant le pain, il y avait des gens qui venaient du RSS, il y a des gens qui viennent de la frontière chinoise, avec des origines coréennes. La meilleure amie de ma fille. C'est incroyable, et puis ils se retrouvent là. Mais attends Sylvain, la meilleure amie de ma fille, elle est albanaise. Tu savais qu'il y avait des juifs en Albanie, toi? Ben, moi je ne le savais pas. Et elle est typée, hein, et c'est la meilleure amie de ma fille. Une des autres très bonnes amies de ma fille, elle est d'origine éthiopienne. C'est une gamine. Enfin, je veux dire, on ne se pose même pas de questions. Dans les rues, on accompagnait, aujourd'hui c'était la rentrée, on accompagne nos enfants. Moi, quand je suis retourné, il y avait des gens, je pense, qui parlaient le perse ou l'iranien, une langue comme ça. Il y a encore des gens qui arrivent de ces pays-là. Et c'est vrai que
ben, on a été éparpillés de par tout le monde. Il y a une curiosité à voir l'étranger. Les Israéliens, dès qu'ils peuvent, ils prennent l'avion, ils vont bon, là où c'est peut-être un peu moins cher, mais en Bulgarie, ils vont beaucoup en Roumanie. Il y a une explosion. Avant, c'était la Turquie, mais ça devient un peu tendu en ce moment. Mais c'est des gens qui sont ouverts sur l'extérieur. À propos des extrêmes qui se rencontrent, je voudrais te dire aussi que la culture française, elle est adorée par les Russes. Ah oui. Parce qu'en Russie, bon, aujourd'hui, la Russie, c'est les classiques, toujours les classiques. Voilà, exactement. Oui, à l'époque du tsar, et même après la chute du tsar, c'était encore un signe d'élévation sociale, d'apprendre le français. Moi, écoute, cet après-midi, je suis allée acheter des produits avec ma fille dans un supermarché de produits naturels, tu sais, des produits diététiques, chercher des produits un peu particuliers. Et la caissière me dit « Oh, t'es d'origine française ?» Alors j'ai dit « Oui. »« Oh, bonjour, bonne année !» Elle me dit avec un accent russe. Alors je lui ai dit « Tu parles, je lui réponds donc en hébreu, tu parles français ?» Elle m'a dit « Non, je ne parle pas le français, mais j'ai appris en Russie quand j'étais en Ukraine. Et elle a commencé à me dire plein de choses en français, mais elle était ravie. Elle m'a dit « Mais j'ai personne avec qui parler français, tu reviens quand ?» C'était un régime communiste. Les communistes, ça vient de la Commune de Paris. Et donc, la culture allemande était bourgeoise, la culture française, c'était la culture qui était mise en avant en Russie. Oui. Donc, c'est vrai que ça fait… Donc, voilà. Il parlait le français. Un signe de bonne éducation, c'était d'avoir un précepteur français, ou d'avoir une gouvernante française. Alors, moi, je ne suis pas une gouvernante française, mais, et je dis souvent aussi au public israélien, ça les fait rire, que même si je suis parisienne, je ne suis pas danseuse de French Cancan, il faut quand même écouter l'histoire des danseuses du French Cancan, ça les passionne. Ça les passionne. Tu sais pas danser le French Cancan? Ben, j'y suis un peu quand j'avais 18-20 ans, parce que j'ai appris un peu, mais bon… C'est extrêmement difficile le cancan. Il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de tomber. Voilà, donc ils adorent. Je sais danser. Mais toi, tu es formidable. Et toi, tu es jeune, toi. Alors ici on commence à avoir des habitudes ici dans les émissions. Alors, j'ai une question que souvent je pose en fin d'entrevue. Oui. C'est si tu pouvais faire cadeau de 3 clés en or à des gens qui seraient assis en ce moment, ils sont à Paris, ils n'ont pas mis les pieds une seule fois en Israël, connaissent pas, ils pensent faire leur alia. Il y a les enfants qui ont commencé à étudier à l'école, ils veulent faire Shabbat, ils veulent être tranquilles et tout ça, ils veulent connaître Israël. Qu'est-ce que tu leur donnerais? 3 conseils, 3 clés en or, 3 qualités, je ne sais pas ce que tu… Ils pensent faire leur alia sans avoir jamais mis les pieds en Israël? Sans avoir… Ils ne connaissent pas Israël. C'est un petit côté magnétique. Quelqu'un qui arrive ici, c'est un extraterrestre. D'abord, il faut faire un voyage avant de faire son alia. Tu ne déménages pas un couple ou une famille sans venir voir sur place. Et il faut préparer ce voyage. Il faut se fixer des objectifs, se dire on veut voir Haïfa, on veut voir la Galilée, on veut voir un village, on veut voir par exemple une ville comme Carmel, qui est vraiment, encore une fois, je reviens là-dessus, mais si c'était à refaire, oui, je reviendrai à Carmel. Moi, je fais la bataille dans mon jardin contre les plantes qui poussent. À peine un fruit touche par terre, il pousse, on dirait… Donc la première chose, faire un voyage d'études. Il faut être réaliste. Quand on fait son alia, on est responsable de soi-même, on est responsable d'un conjoint ou d'une conjointe, des enfants qu'on veut rendre heureux. Et une alia mal préparée, ça peut casser un couple, ça peut casser une famille. Alors, je vais faire encore une petite parenthèse. Je suis désolé. C'est très important, avant de faire l'alia, avec vos moyens, ce que vous avez autour de vous. Si vous êtes religieux, allez voir des rabbins pour qu'ils vous renforcent en couple. Si vous n'êtes pas religieux, allez voir des conseillers, allez voir des psychologues, faites des choses ensemble, parce que quand vous allez faire votre alia, vous allez être mis à rude épreuve. C'est pas Marianne qui va me dire le contraire. C'est une aventure, c'est vraiment une aventure. En plus, on arrive souvent avec des enfants, eux aussi, ils doivent s'adapter, il faut assurer. Et moi aussi, alors on parlait d'argent en début de notre conversation. Moi, je trouve que plus que de l'argent, ce serait peut-être de se préparer en famille à faire l'alia, que tout le monde soit d'accord, mais vraiment il faut de l'argent, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une épreuve. Merci Sylvain. Tu sais quoi, je n'avais pas pensé à ça comme ça. J'aurais dû entendre ta phrase avant de faire mon alia. Mais nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu des gens à Tipatrala, parce que c'est un petit peu comme les PMI ici. Mais heureusement, ils nous ont attrapés parce qu'à un moment donné, on a chauffé.
Et on a pu aller voir des gens et puis commencer à apprendre à se parler, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément quand on est dans sa petite vie en études de fonctionnaire, très très tranquille en France. Et bien là, on était en face d'épreuves différentes. C'est se préparer en famille. Je suis tout à fait d'accord avec le conseil que tu viens de donner. C'est une parenthèse, hein, après la non, mais jeunesse. Elle est très importante parce qu'effectivement, si tu vis en couple ou si tu vis en famille avec des enfants, le lien conjugal et le lien familial, c'est le premier lien. Avant de pouvoir créer des liens avec l'environnement, il faut que tu sois bien dans ton premier lien. Maintenant, évidemment, c'est une aventure extraordinaire. C'est une redécouverte de soi-même. Parce que tu te retrouves face à des situations que tu n'as pas vécues en France. Et c'est aussi une épreuve de courage. Parfois, c'est un baptême de l'air. Ça peut être un baptême du feu aussi. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que c'est difficile à vivre en Israël? Je dis que c'est pas difficile, c'est très, très, très intense. Mais pour Hachem, il y a aussi, on reçoit aussi de l'énergie autour de nous. Donc, on est stimulé et puis voilà. Alors, tu as donné donc une première clé donc de faire un voyage. Deuxième clé. Un vrai voyage d'études. Deuxièmement, ce que tu as dit, de travailler sur le lien conjugal, de travailler sur le lien familial, de faire des activités en famille, n'importe quoi. Choses. Faites les choses ensemble. Peut-être même d'avoir un accompagnement pendant quelques temps pour travailler ensemble sur les difficultés. Et ce qui est aussi faisable ici, ça se fait beaucoup maintenant. En tant qu'immigrants, on a eu cette chance-là. C'est vrai que les Israéliens ont tendance à donner des conseils, à nous envoyer chez les psychologues. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on est en train de prendre la mer et qu'on prend des grosses vagues et que bon, il faut tenir. Alors, la troisième chose que je dirais, c'est ne pas hésiter du tout à demander de l'aide. Parce qu'en Israël, quand tu demandes de l'aide, tu reçois de l'aide. Oui, et puis ça montre aussi que tu es investi. Il n'y a pas cette relation de subalterne et puis de... Non, au contraire, les gens, ils ont l'habitude de... Tout le monde est passé par là. Et ça, c'est essentiel. Tout le monde est passé par là. Demander de l'aide. Avec l'hébreu, se jeter à l'eau. Surtout ne pas rester dans un ghetto français. Parler l'hébreu. Vraiment faire des fautes, beaucoup de fautes. Il faut se jeter à l'eau, c'est super important. Moi, je connais des gens qui sont en Israël depuis 20 ans, mais qui ne savent pas faire une phrase. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que tu es exactement en tant que Français? Quand tu vis en Israël depuis 20 ans et que tu ne parles pas l'hébreu, il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut se demander exactement qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu viens apporter ta pierre à un édifice? Si tu ne parles pas la langue, moi j'adore l'hébreu. J'aurais pu ne pas aimer l'hébreu. Je trouve que c'est une langue qui n'est pas difficile. On dit tout le temps l'hébreu est difficile. Pas du tout. C'est beaucoup plus facile que le français. C'est un petit peu une survivance de culture entre guillemets de mélar ou de ghetto, parce que là, comme on a les quartiers juifs à Paris, ben, on est en train de retrouver des quartiers français. Voilà. Pour vivre Israël, il faut parler la langue. Tu ne peux pas, de toute façon, comprendre Israël si tu parles. Tu ne peux pas comprendre Israël si tu ne parles pas l'hébreu. Tu ne peux pas parce que les mots, la langue, c'est... Excusez-moi. Moi aussi, j'adore l'hébreu. Je ne suis pas très très douée, j'ai une mauvaise oreille. Mais c'est une langue, si elle est... Un mot, c'est un mot. Et c'est même émouvant. C'est émouvant. C'est même émouvant. Et quand en fait on fait de la traduction mot par mot et pas comme beaucoup des fois je vois qui traduisent, mais c'est juste pour traduire, pour faire comme si, en fait c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir. Et l'hébreu est beaucoup plus humain, émotionnel, et il y a beaucoup de connexions avec Hachem. Quand on parle l'hébreu, et c'est une belle langue, il y a tellement de vocabulaire. Il y a pour une chose, tu as 5 mots. Et, voilà. Et puis, moi, je voudrais encourager ceux qui préparent leur alia. L'hébreu n'est pas une langue difficile. Moi, personnellement, quand j'étais adolescente, j'ai étudié l'allemand. Et il y a quelque chose dans l'hébreu qui m'a fait penser à l'allemand, à savoir qu'il y a une construction logique dans l'hébreu. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions à une règle. Mais l'hébreu est une langue logique. Il y a ce qu'on appelle le shoresh, c'est-à-dire la racine. Et à partir d'une racine qui est de 3 ou 4 lettres, tu as tous les mots, tu as toutes les déclinaisons, tu as l'actif et le passif, etc. Donc,
si tu t'y mets et si tu étudies la grammaire et la conjugaison qui est beaucoup plus facile que la conjugaison française, ben, tu peux apprendre l'hébreu en 3 à 6 mois. N'écoutez pas ceux qui vous disent que l'hébreu est difficile. C'est pas vrai. L'hébreu n'est pas difficile. Après, il y a des niveaux de langue. Et Ah bah de toute oui, façon, bah si on ne parle pas, ben, on ne les atteindra faut pas. Ça fait 21 ans que je suis Donc, en Israël et souvent les gens me disent très gentiment que j'ai beaucoup de vocabulaire. Je reçois souvent des compliments sur mon hébreu, mais je sais que je fais par exemple beaucoup de fautes de masculin et de féminin parce qu'elle est contraire. Alors moi, c'est et parfois même au milieu d'une conférence. Et parfois même au milieu d'une conférence, je m'arrête et je demande Shanim Tovot ou Shanim Tovim. Oui. Et je réfléchis. Et ils aiment ça. Les Israéliens aiment le contact humain. Si vous venez en Israël, soyez vrais, mais respectez l'environnement. Ne vous énervez pas. Enlevez la carapace du français qui veut toujours tout obtenir tout de suite et apprenez l'hébreu. Et à partir de là, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Batzlacha. Ok. Ben, on vous remercie pour les habitués. J'espère que d'autres personnes ont apprécié cette nouvelle vision. Alors, merci Sabine Jakubovic. Oui. On peut le dire comme ça? On peut dire comme ça. Ok. Et puis on va laisser tes coordonnées si tu le permets. Est-ce que tu veux qu'on t'intègre à notre groupe WhatsApp? Peut-être s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur comment c'est l'Aliyah. Donc on garde le contact avec toi. Avec plaisir. Et puis merci d'être venu. Et je pense que modestement à mon échelle, je prouve qu'on peut tout à fait concilier une identité française avec une identité israélienne. Parce que bien sûr, je peux te donner toutes mes conférences en français, mais j'ai un plaisir immense, infini, c'est un partage. à donner ces conférences en hébreu à un public israélien qui n'a pas accès au français. Tu as eu un parcours quand même, alors de Paris, après l'agriculture, et puis après revenir ici, avoir un métier comme avocat, c'est pas facile de renoncer à un métier. Il faut l'humilité. Comme ça, pour faire autre chose. Et ben, mes amis en France me disaient, mais comment tu peux accepter toi qui étais avocate, d'aller cueillir des citrons? C'est une question qui me paraît aberrante. Il y a aussi en Israël, c'est la mentalité européenne. On appelait les agriculteurs au code blanc. C'est qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui qui venaient d'Europe, qui étaient très 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 cultivés, des professeurs, ils sont arrivés ici avant la Shoah et qui ont commencé à... Ils appelaient les yékés, c'est des jaquettes, ceux qui travaillent la terre avec leurs petites jaquettes, leurs petites chemises. C'est l'histoire d'Israël, ils sont même d'Israël. Après, on a eu... Voilà, donc c'est vraiment possible. Merci, tu nous as fait une belle, en tout cas un beau récit qui montre aussi que quand on a de la volonté, parce que là on voit que tu as quand même beaucoup de volonté selon ce que tu nous as raconté, et quand on ne renonce pas, et ben on y arrive, et puis c'est un beau témoignage. Et on arrive à ce qu'on aime. Et j'espère et on va rester en contact avec toi. Merci d'avoir pris de ton temps pour être venu nous voir. Merci à vous. Et c'est Allez, bye. l'équipe technique. Bye bye.